C'est Amanda Sters qui nous rend visite cet après-midi pour un nouveau livre. Alors, je n'ai pas compté le quantième c'est, mais je pense que la collection est déjà impressionnante. Ça s'appelle Les Gestes. Bonjour Amanda. Bonjour. Bienvenue. Les Gestes, c'est votre dernier... C'est un roman, même si on pourrait se poser des questions sur le fait de savoir si c'est un roman ou s'il y a des choses plus autobiographiques dedans. Pas du tout, c'est un roman complet. Ouais. Y a toujours des émotions qu'on a vécues, mais en tout cas, dans les personnages, le décor, tout est fictif et le travail, le fruit d'un long travail de recherche. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce bouquin ? J'ai eu l'idée du livre il y a 10 ans. Ah oui. Il y a 10 ans, je suis passée devant une vitrine et j'ai vu mon reflet et je me suis dit mais c'est un geste de mon père. Et parfois on n'a pas conscience qu'on reproduit les gestes familiaux. Et je me suis dit quelle belle façon de raconter une famille. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et j'ai pris des notes au fur et à mesure. Et j'ai vraiment commencé l'écriture il y a 3 ans. Oui, parce qu'en fait c'est ça. Donc c'est l'histoire d'une famille. On a 3 générations. Ça commence avec la grand-mère et puis son fils et son petit-fils. Et puis la 4e arrive. Le roman commence sur une lettre à un enfant adoptif. On comprend très vite que le narrateur, donc, qui écrit cette lettre, est homosexuel. Et il cherche à transmettre qui il est par ses ancêtres, finalement. Oui, c'est vraiment un livre sur la transmission et sur le fait qu'on peut adopter dans nos familles de façon réelle comme il le fait, mais même de façon plus abstraite, choisir des gens. On se choisit une famille et à travers l'écho des gestes de génération en génération, et souvent les enfants adoptifs reproduisent les gestes familiaux et presque avec ce mimétisme rentrent dans la famille et on a l'impression qu'ils ressemblent à leurs parents comme ça. Eh bien, il y a cette espèce de chorégraphie familiale qui devient leur lien. Non seulement les gestes qu'ils font, mais aussi ceux qui font pas. L'absence de gestes, comme les silences, est quelque chose d'assez puissant dans une famille. Est-ce que parfois on nous a pas pris dans nos bras, parfois on nous a pas embrassé, pas tapoté la tête. Donc chaque famille a ses gestes et les gestes qu'ils ne font pas ou qu'ils ne reproduiront pas. Oui. C'est quelque chose qui traverse aussi vos œuvres de manière générale. C'est les relations entre les gens, c'est les relations intrafamiliales, c'est le secret aussi qu'il peut y avoir dans les familles. C'est un thème un peu central dans votre recherche artistique ? Pour moi, c'est un thème très important parce que dans l'équilibre d'une famille, il y a l'équilibre social et il y a presque l'équilibre politique. Je pense que quand on veut traiter de sujets de société, comprendre la dynamique d'une famille, ça aide à comprendre énormément de choses. Donc souvent, mes familles sont des allégories. Parfois, le sujet de société est beaucoup plus évoqué, beaucoup plus central, mais même par exemple dans un de mes films comme Madame, où on a l'impression d'une fable légère, je parle de quelque chose de très... c'est un commentaire social et politique, quoi. Ah oui, ici, on voyage beaucoup dans ce bouquin. Moi, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout l'histoire de l'Égypte, puisque on démarre dans les années 40, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais que le début de l'Égypte et pas l'histoire plus récente. Et donc, il y a quelque chose aussi dans la géopolitique et dans la transmission de la religion. Vous en parlez pas mal quand même dans le bouquin. Et c'est important aussi que l'enfant, les générations qui descendent, soient plus libres de leurs idées et soient moins accrochés aux idées de leurs parents. Là, c'est en fait, le personnage principal est celui dont on parle, en fait, qui n'est pas le narrateur, mais le père du narrateur, né dans une famille musulmane, mais c'est presque en arrière-plan, justement. Ouais. C'est cette façon qu'on avait d'être musulman à l'époque où Nasser arrive au pouvoir, où on se moque du voile, où l'Égypte est un où pays les femmes sont très libres, extrêmement cosmopolite. Ouais. C'est l'Égypte qu'on aime, une Égypte où il y avait toutes les religions, toutes les nationalités, qui a été le centre du monde. En fait, c'était des pays très importants à l'époque qui imposaient des choses artistiquement, qui
comme avec ça l'a été, aussi, la gloire de l'Égypte. D'abord, je trouvais ça très joli, cette façon à l'époque qu'ils avaient de faire du cinéma où il y avait toujours cette nostalgie joyeuse, un peu à l'italienne, et quelque chose qui ressemble à un dessert, une pâtisserie orientale et qui ressemble à mon personnage. Je voulais qu'il y ait ce chaos de civilisation mélangée en lui. Donc, on hérite de ça malgré nous. De toute façon, on hérite des croyances qu'on choisit ou qu'on rejette, mais on ne peut pas naître dans une famille qui a certaines traditions et faire comme si elles n'existaient pas du tout. Ou on les embrasse, ou on va contre. Et là, c'est en arrière-plan. C'est la façon qu'il a d'ailleurs d'enterrer son père, donc l'arrière-grand-père de cet enfant qu'on va adopter, avec les traditions musulmanes. Je trouvais ça aussi assez joli que ça existe de façon tout à fait naturelle dans un livre sans que ça ne devienne quelque chose de stigmatisant. Souvent maintenant, quand on parle de l'islam, ça devient un personnage qui est très caricaturé. Là, c'est un islam doux, intelligent, éclairé comme il devrait l'être et comme il l'est majoritairement. On parle aussi pas mal d'abandon dans ce livre. Alors, c'est un sujet qui est plus compliqué, évidemment, et c'est drôle parce que le narrateur parle de son papa qui n'a pas toujours été là, sans trop en dévoiler. Et c'est drôle parce qu'alors que sa maman, elle, a tout fait pour lui, il en parle finalement assez peu. Il le dit à un moment dans le livre, dans la lettre qu'il écrit à son petit garçon. Il le dit, c'est plus facile de parler de ceux qui ont mal fait finalement. On n'a rien à dire sur ceux qui font bien. C'est vrai qu'on arrive avec des névroses au monde, et les névroses, ça vient pas des gens qui se sont bien comportés, et on parle plus volontiers des gens qui nous ont fait du chagrin parce que c'est leur amour qu'on espère obtenir quand on est enfant. Et donc cette mère presque à l'amour parfait est très importante pour lui, mais sa douceur, sa neutralité lui permet justement de vivre sans avoir à se confronter à elle. Dans un monde idéal, on a 2 parents comme ça qui nous permettent de grandir, mais c'est rarement le cas. Ouais. C'est aussi, c'est peut-être plus rarement le cas aujourd'hui d'ailleurs qu'avant, mais peut-être qu'avant aussi c'était plus compliqué parce que les parents pouvaient rester ensemble sans s'aimer aussi, donc et la situation pouvait être plus conflictuelle qu'apaisante. Donc chaque époque a un peu ses bons et ses mauvais côtés finalement. C'est vrai que plus traditionnellement il y avait ça dans ce livre. En l'occurrence, ils restent vraiment ensemble parce que elle est folle de lui. Oui. Elle est presque sous emprise à certains moments, alors qu'il n'est pas du tout un pervers narcissique. Hein. Il est un petit peu égoïste. Mais c'est vrai qu'il est très égoïste, mais c'est un personnage au charme fou qu'on arrive même nous à excuser parce que j'espère lui donner une sorte de pouvoir d'emprise, comme vous dites, sur nous, on comprend pourquoi elle tombe amoureuse de lui, pourquoi elle reste, pourquoi elle est fascinée, et c'est vrai qu'il traverse beaucoup d'époques différentes avec d'autres femmes sur le côté, des allers-retours à la maison, et en fait son fils apprend à l'aimer à travers les yeux de sa propre mère, et donc comme ça, de manière presque on peut dire il lui trouve tous les défauts du monde, mais pourtant, il a tous les droits. Ouais. Il est un peu flamboyant, quoi, quelque part. Tout à fait flamboyant. Et est-ce que vous avez l'intention d'en faire un film ? Parce que je trouve ces personnages tellement forts. Et il y a encore des trous à combler, j'ai envie de dire. Il y a des moments où on a envie de savoir ce qui s'est passé, notamment sur un personnage avec une écharpe rouge. On a envie de savoir ce qui se passe, et donc moi je me suis dit ça pourrait même faire l'objet d'une trilogie, quoi. Alors, c'est très très dense, donc en film, je pense que je l'ai déjà vécu dans Les Promesses, quand il y a tellement de choses à raconter, c'est très dur de faire tenir ça dans un film, et là je pense que c'est encore plus dense. Peut-être une série, je pense pas la faire moi, on verra si un jour quelqu'un a envie de s'en emparer, mais bon, il m'a fallu 10 ans pour retourner vers Les Promesses et me dire que c'était un film. Pour l'instant je le vois pas, peut-être moi j'ai vu les images, hein. C'est incroyable. Ah non mais c'est vrai, c'est très très imagé. C'est ça le talent de l'auteur, ou l'autrice. Le personnage de Florentine par exemple, moi il m'a suivi dans ma voiture,
voiture, ici au bureau. Enfin, il y a des moments où je pensais à elle, mais c'est vraiment particulier parce qu'on s'attache à un personnage fictif. Je sais que ça porte un nom, mais et alors, ce qui m'a fait sourire, elle est atteinte de prosopagnosie. Donc c'est le fait qu'elle ne reconnaît pas les visages et elle apprend qu'elle est enceinte en se voyant justement dans une vitrine, comme vous avec votre papa, et elle ne se reconnaît pas. Oui, c'est une maladie qui existe. Donc, les gens peuvent pas identifier les visages, parfois même ceux de leurs enfants et parfois même le leur, comme c'est le cas de ce personnage qui doit à chaque fois s'appréhender dans le miroir et qui va être à l'origine d'un geste fondateur dans la vie d'Hippolyte, puisque quand son fils court vers elle, elle a toujours ce réflexe de mettre la main devant, puisqu'elle ne reconnaît pas. Elle voit un petit garçon qui court vers elle. Oui, c'est et donc il y a cette espèce c'est drôle ou c'est horrible, ça dépend de quel côté on se place. Voilà, mais pour lui, c'est toujours un choc de devoir réapprivoiser sa mère. C'est sans doute ce qui crée ce charme dont on parle après, ce besoin de séduire les femmes. Comme l'Alzheimer, quoi, en permanence, exactement. Ouais. En tout cas, juste dans cette partie-là. Ouais. Et puis ensuite, elle reconnaît son odeur, sa voix, les caractéristiques vestimentaires. Ouais. Et comme vous disiez, cet homme au foulard rouge, voilà, elle en tombe amoureuse parce qu'il porte toujours ce foulard et que c'est sa façon à elle de le reconnaître. Oui, c'est ça. Et je trouvais ça joli comme métaphore du besoin pour lui de devoir séduire des femmes à chaque jour parce qu'il a dû séduire sa mère chaque jour. Vous avez revoyagé, puisqu'on passe, on part de l'Égypte, on passe en Grèce, il y a Paris beaucoup. Vous avez voyagé pendant ces 10 ans pour retourner ou aller voir des lieux, je sais Alors, pas. c'est des lieux que je connais pas. Et c'est vrai que l'Égypte, c'est toujours été un rêve. J'espère qu'un jour j'irai. Mais en même temps, j'ai voyagé dans une Égypte qui n'existe plus, puisque c'est une Égypte d'il y a 70 ans. Et ça m'intéressait de faire ce voyage avec vous. Donc je suis allée me plonger dans des recherches, dans des films, dans des livres de l'époque. J'ai parlé à des gens qui ont vécu là-bas et je réunis tout ça et puis je réinvente une Égypte comme Hippolyte lui-même réinvente l'Égypte de sa mère et comme on le fait toujours, je pense, avec les lieux de nos parents. Quand ils nous racontent comment ils ont vécu, où ils vivaient, on vit toujours un lieu. Les lieux ne sont qu'imaginaires, ne sont que ce qu'on en fait, ne sont que les rues qu'on a décidé d'établir pour eux. Donc c'est comme on se fait l'image d'une personne dans la tête. Donc je pense que voilà, c'est ma vision fantasmagorique de l'Égypte. Mais ça marche en tout cas. Vous idéalisez le passé plus que le présent et le futur. Il y a ça un peu chez vous. Il y a une espèce de nostalgie. En tout cas, moi, non, je n'idéalise pas, mais je pense que c'est indissociable. Et je pense surtout, j'en parle dans le livre, j'en parlais déjà dans les promesses, j'ai toujours eu ce sentiment que, contrairement à ce qu'on pensait, le temps n'est pas une ligne droite. J'ai l'impression qu'on fait des boucles, qu'on retombe dans des souvenirs d'enfance qu'on n'imaginait pas rejaillir, et que peut-être c'est parce qu'en fait, on les a vécus dans un ordre qui n'est pas celui qu'on croit. C'est une matière à réflexion, en tout cas, à philosopher. Ah oui, philosophique, et même, je vais vous dire, j'en parlais une fois à mon ami Christophe Galfard, qui est astrophysicien, et il me disait, ça n'est pas prouvé que la ligne du temps soit droite. Bon, écoutez, voilà, on apprend plein de choses. Il n'y a plus qu'à se plonger dans le livre qui vient à peine de sortir, hein, donc il est tout frais, tout chaud. Ça s'appelle Les Gestes d'Amanda Sters. Merci beaucoup. Merci à vous.